Bonjour, tu as envie de savoir comment Napoléon III a fini et comment le Second Empire, qui est un régime fantastique, a pu chuter. Eh bien, cette vidéo est faite pour toi. Sinon, tu es un élève de première. Bien, donc nous sommes bien dans le dernier temps de cette partie, le toute dernière partie de chapitre. Donc je rappelle qu'on était dans le grand 3 du chapitre 3. Cette fois-ci, on passe à la troisième et dernière sous-partie, les échecs de l'Empire libéral, notamment en commençant bien, par un texte qui décrit notamment les critiques, les premières critiques qui sont faites vis-à-vis de cet empire, de ce Second Empire, et notamment ce qui vise Napoléon III en particulier. Je vous laisse regarder, enfin plutôt lire le texte, et ensuite je reviens vers vous. Donc, comme on peut le voir dans le texte, il y a plusieurs critiques qui commencent à apparaître, notamment sur la vision politique, notamment la politique étrangère, mais pas que, concernant Napoléon III. Ce qu'on peut, on va dire, symboliser ou marquer, c'est que, et ça vous pouvez noter, qu'il y a trois facteurs qui permettent d'expliquer l'échec de cet empire libéral. Deux points. Premier tiré, eh bien, c'est tout d'abord l'affaiblissement de l'empereur. De nombreux catholiques s'éloignent du régime, déçus par le soutien de Napoléon III à l'unité italienne qui affaiblit le pape. La crise économique de 1866 aussi écorne également le modèle bonapartiste. C'est comme toujours, quand il y a des problèmes économiques dans un pays, ça se retrouve au niveau politique parce qu'on se dit toujours que c'est de la faute aussi de l'État si on se retrouve bien, avec des difficultés, avec un chômage qui commence à grossir, avec une économie qui est un peu en berne, et donc le premier à en pâtir, c'est l'État. Et l'État est symbolisé par cet empereur, donc c'est Napoléon III, bien, qui est affaibli du même coup à cause de cette fragilité économique. Et vous pouvez noter que l'empereur est contraint d'accorder bien, un partage du pouvoir, entre guillemets, à l'anglaise, au gouvernement d'Émile Ollivier. Entre parenthèses, en exemple, il ne conserve plus que, par exemple, la politique étrangère. Et quand je parle de politique à l'anglaise, c'est-à-dire que vous avez vraiment un poids d'équilibre où, finalement, pour schématiser, vraiment simplement, parce qu'on pourra en faire une heure ou deux sur ce modèle-là, mais grosso modo, l'idée c'est que tout l'intérieur va se retrouver enfin, va être fait par le gouvernement, celui d'Émile Ollivier, en l'occurrence, et d'un autre côté, bien, pour équilibrer un peu la balance, bien, la politique étrangère sera celle de l'empereur et point final. Donc il y a vraiment une séparation. L'empereur n'a plus une aussi grande importance, si vous voulez, dans la politique intérieure, et c'est ce qui fragilise notamment Napoléon III. Deuxième deuxième point, eh bien, c'est une opposition qui est grandissante. On avait vu que l'opposition avait de plus en plus de force, parce que bien, elle a de plus en plus de liberté. Le contre-coup, c'est que comme elle est plus forte, elle peut critiquer d'autant plus fort. Et donc, vous pouvez noter que l'hostilité des républicains, née du coup d'État de 1851, eh bien, s'amplifie. En 1863, les démocrates radicaux, que vous pouvez mettre en rouge pour démocrates radicaux, eh bien, refusent de prêter serment à l'Empire. Et donc pour les démocrates radicaux, vous pouvez noter que ce sont donc des politiques qui se revendiquent d'un courant républicain démocratique opposé à tout compromis avec l'Empire. Et notamment, vous pouvez noter en dehors de ces définitions que Adolphe Thiers, élu député en 1863, constitue une alliance politique entre républicains conservateurs et monarchistes libéraux. Ça va être vraiment le représentant, si vous voulez, de ce modèle de critique vis-à-vis notamment de l'Empire. Il exige, d'ailleurs, cet homme, donc Adolphe Thiers, il exige les, entre guillemets, libertés nécessaires et dénonce la politique extérieure de l'empereur. Et d'ailleurs, vous pouvez toujours noter que les élections de 1869, concernant le corps législatif, eh bien, confirment le succès des républicains dans les villes. Autour de l'avocat, notamment Léon Gambetta, il représente le programme de Belleville, entre guillemets, qui est fondé sur les libertés. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée que eh bien, les républicains, petit retour, vous voyez, je suis obligé de mettre dans des cases en faisant des sous-parties, mais on avait vu qu'il y avait un modèle très dynamique dans les villes, très critique, et notamment, ça va être de plus en plus porté par les républicains, dans les campagnes, plutôt calme, même s'il y a une critique de plus en plus forte de l'Église.
tous ces petits points vont fragiliser le Second Empire, même si de belles choses ont été faites, notamment sur la rénovation, sur le prestige au niveau international, mais à l'intérieur, on commence à sentir des fragilités. Dans les villes, surtout parce que les républicains se renforcent, dans les campagnes, parce que ce qui est la force dans les campagnes, c'est-à-dire l'Église, se renforce notamment en critiquant la politique extérieure de Napoléon III. Et dernier point, et là je vous laisse regarder une dernière fois donc un extrait de Un café, une histoire de 2016, concernant la guerre franco-prussienne. Je vous laisse regarder ce passage, et ensuite je reviens vers vous. Le développement de la puissance de la Prusse, avec la guerre austro-prussienne qui se solde par une défaite de l'Autriche à Sadowa, inquiète la France qui se sent menacée sur ses frontières de l'Est. L'affaire de la dépêche d'Ems, camouflée de la Prusse à la France et manipulation du chancelier Bismarck pour servir sa politique d'expansion d'une Allemagne unifiée, fait monter la tension entre les deux pays. L'empereur perçoit bien les dangers du pangermanisme de Bismarck, mais la propagande d'une France invincible aveugle l'opinion et une partie de la classe politique menée par les républicains. Et l'empereur n'avait plus voix au chapitre pour décider, il n'avait pas le pouvoir de décider de la guerre. La guerre était décidée à l'Assemblée. C'est comme ça qu'elle a été votée à la majorité grâce aux républicains, qui avaient aussi monté toute la propagande dans les rues, les dépêches, les journaux, le Figaro et tout ça, disaient à Berlin, et on poussait les gens dans les rues qui criaient partout dans les rues à Berlin, à Berlin. Le coq gaulois ne pouvait pas supporter la dépêche d'Ems, vous comprenez ? Là, on a une anecdote qui est très significative. Nous sommes à l'été 1870 et comme tous les étés, il réside dans son palais de Saint-Cloud, à l'ouest de Paris, mais les conseils de ministres se tiennent aux Tuileries. Et il fait le trajet 2 fois par jour, et il voit dans ces 15 premiers jours de juillet la tension monter dans les rues et des cris de « à Berlin, à Berlin ». Évidemment, les républicains veulent la guerre. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que l'empereur est malade. L'armée n'est pas prête. Ils ont tout fait pour. On sait que de l'autre côté, Bismarck, lui, il est armé jusqu'aux dents. Donc, on va à l'échec. Et donc, c'est la chute de l'Empire, c'est pousser à la chute de l'Empire, l'éclatement, et donc l'avènement de la République. Ils veulent tous reprendre la place. Et c'est ce qui s'est passé. Et en effet, le jour de la déclaration de guerre, les soldats partent vers le front, recherchant leurs officiers. Les officiers partent vers le front, ne trouvent pas leurs soldats. Enfin, c'est la panique la plus complète. Et on sait que tout s'achève dans la cuvette de Sedan, où l'empereur est fait prisonnier par les Prussiens. L'empereur qui ne pouvait même plus se déplacer à cheval. Sachez qu'il avait quand même dans la vessie un calcul de 6 cm qui le faisait souffrir horriblement. Tous ces défaits en quelques heures. Lorsque l'impératrice apprend la nouvelle, elle est abattue. Elle demande la réunion d'urgence du Conseil des ministres. Et l'impératrice dit cette phrase qui aura des conséquences fondamentales pour l'avenir du Second Empire. Elle dit « Faites en sorte que la patrie soit sauvée ». C'est-à-dire que l'impératrice place maintenant le devoir du gouvernement à la défense de la nation et non plus à la sauvegarde de la dynastie. À Paris, la défaite entraîne le même jour la proclamation de la République. La nouvelle assemblée élue, la Chambre, vote le 1er mars 1871 la déchéance de Napoléon III et sa dynastie. Quelques jours plus tard, lorsque la Prusse le libère, il se réfugie à Chislehurst en Angleterre. La reine Victoria et le Premier ministre, Gladstone, rendent visite à l'ex-empereur. Il écrit de nombreux articles et prépare une reconquête du pouvoir. À la suite de 2 opérations successives de la vessie, il décède le 9 janvier 1873 à l'âge de 65 ans. Plus de 50 000 personnes, dont une délégation d'ouvriers français, assistent à l'inhumation à Chislehurst. Donc, comme vous avez pu le voir, ce conflit montre une chose, c'est le 3e point, c'est les échecs à l'extérieur.
Napoléon III se lance dans une aventure désastreuse tout d'abord au Mexique, entre 1861 et 1867. Cette expédition, motivée par le désir d'affirmer la puissance de la France, s'achève par un échec retentissant, notamment par l'importance des pertes humaines et financières qui entachent la réputation de l'empereur. Et en Europe, vous pouvez noter toujours que Napoléon III, redoutant la puissance grandissante de la Prusse, se laisse entraîner par une guerre mal préparée qui s'achève en moins de 2 mois par une déroute française. Le 3 septembre 1870, Napoléon III est fait prisonnier à Sedan, et cet événement précipite la chute de l'Empire. Ce qui va entraîner, comme on l'a vu, la force, le retour, notamment dans les villes, que c'était renforcé, donc des républicains, et vous pouvez noter que la Troisième République est proclamée le 4 septembre 1870. Donc dans une période, justement, de conflit, toujours acté avec la Prusse, voilà. Pendant que l'empereur, lui, est fait prisonnier. Bien, nous avons fini, on va devoir conclure en revenant sur la problématique, de savoir finalement pourquoi la France échoue-t-elle à entrer en démocratie entre 1848 et 1870. Vous pouvez noter que la France a des difficultés à entrer en démocratie car le modèle démocratique est en construction. C'est-à-dire que ce n'est pas encore terminé. Il ne faut pas imaginer que la démocratie apparaît en un claquement de doigts et que finalement tout se construit d'un seul bloc. C'est que il y a un rythme de phase qui s'est construit en France et forcément les vieilles structures qui sont en France, comme par exemple l'absolutisme, qui est difficile à faire ressortir avec cette image finalement du sauveur, un peu, de ce représentant tout-puissant, qui était très critiqué aussi, parce que Louis XVI l'a été, même Louis XV, ce sont des figures, des modèles qui restent malgré tout dans l'esprit collectif français. Il y a cette idée, si vous voulez, d'un sauveur, d'un personnage très important qui va être là pour structurer, si vous voulez, le modèle politique. Et ça reste encore ancré, même si on ne veut plus de la monarchie, même si certains la redésirent, mais pour la majorité, c'est pas un modèle que l'on veut retrouver, mais on a envie de ce modèle, malgré tout, d'un personnage qui serait là pour structurer le régime politique. Et ça fait que la démocratie, qui est quand même la souveraineté du peuple, a du mal finalement à émerger dans un premier temps. Donc c'est ça en fait, c'est que il y a un manque de maturité politique concernant justement la Deuxième République qui amène finalement au Second Empire. Bien, je vous remercie pour ce passage. On se retrouvera la semaine prochaine en direct, face à face, pour l'autre chapitre concernant ce thème numéro 2, concernant l'industrialisation en France. Je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve donc la semaine prochaine, dès lundi.